Ces derniers jours, des événements dangereux se sont produits sur littéralement tous les continents. En ce moment même, dans l'État américain de l'Alabama, les météorologues ont déclenché une nouvelle alerte à la tornade. C'est déjà le 5e jour consécutif que les États-Unis sont placés sans interruption sous avertissement de tempêtes dangereuses. Au même moment, en Éthiopie, les secouristes continuent de déblayer des amoncellements de boue à la recherche de survivants. Des villages de montagne ont été ensevelis par des glissements de terrain en pleine nuit. Au Kamtchatka, les habitants ont entendu des détonations et vu s'élever à l'horizon un panache de fumée de 8 km de hauteur. Au Texas, des blocs de glace de la taille d'un pamplemousse tombaient du ciel. En Australie, la police parcourait les quartiers en diffusant une alarme d'urgence. L'eau montait plus vite que les gens ne pouvaient rassembler leurs affaires. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons passer en revue tout cela dans l'ordre. Pourquoi l'État des États-Unis vit-il depuis une semaine sous la menace des tornades, tandis que l'ouest du pays se prépare simultanément à une chaleur jamais connue en mars? Que se passe-t-il au Kamtchatka? Et pourquoi la Terre ne s'y est-elle pas calmée depuis près d'un an? Et quelles menaces cela fait-il peser sur les villages les plus proches? D'où viennent, dans de tranquilles États américains qui n'avaient jamais tremblé, des tremblements de terre qui se succèdent les uns après les autres? Et y a-t-il une main humaine derrière tout cela? Et pourquoi les météorologues et les services de sécurité civile regardent-ils non seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi vers l'avenir, en avertissant la Russie que la véritable épreuve est encore à venir? Commençons par les États-Unis, car c'est là que se déroule en ce moment même ce que les météorologues qualifient déjà de plus grande vague de tornades de l'année 2026. Et ce dont nous parlions dans la vidéo précédente, c'était encore des broutilles. Un orage supercellulaire a traversé le nord de l'Illinois jusqu'en Indiana. Un seul orage, toute une famille de tornades. La plus puissante d'entre elles a atteint la catégorie EF3, des vents de 240 km/h, un trajet au sol de près de 60 km. La bourgade de Lake Village, en Indiana, a été frappée de plein fouet, et les médias ont employé les mots « destruction totale ». Dans la ville de Kankakee, en Illinois, des maisons d'habitation se sont effondrées comme des cartons. Mais ce n'est pas tout. Ce même orage a engendré toute une série de tornades dans plusieurs comtés simultanément. Dans le comté de Knox, en Indiana, le service météorologique national a émis une Tornado Emergency, c'est le niveau d'alerte le plus élevé, déclenché uniquement en cas de grande tornade confirmée. C'était la première alerte de ce type aux États-Unis pour toute l'année 2026. En 72 heures, au moins 17 tornades confirmées ont traversé le Texas, l'Illinois, l'Indiana et l'Alabama. Plus de 300 signalements de dégâts du sud-est jusqu'en Pennsylvanie. Selon l'agence AccuWeather, 62 millions de personnes se trouvaient simultanément en zone de danger. Le Texas mérite une mention à part. Pendant que les tornades rasaient des maisons en Illinois, dans le sud du Texas ce même jour, une supercellule distincte s'est abattue sur la petite ville de Leakey avec des grêlons de la taille d'une balle de softball. À 20 km plus à l'ouest, à Kenwood, ils avaient déjà la taille d'un pamplemousse. Pour situer les choses, les agences météo classifient la grêle comme dangereuse à partir de 2,5 cm. Les grêlons texans étaient 4 fois plus gros. Les vents, pendant la tempête au Texas, atteignaient 119 km/h. Et avant même la fin de cet orage, les météorologues regardaient déjà les jours suivants. De nouvelles tornades en Arkansas et en Louisiane. Et en ce moment même, des avertissements sont à nouveau en vigueur pour l'Illinois, l'Indiana, le Tennessee, le Mississippi et l'Alabama. 3e niveau sur 5. Les tempêtes se succèdent en vagues, sans interruption. Mais pendant que l'est des États-Unis se noie sous les pluies et les tornades, à l'ouest du pays, c'est un tableau complètement différent. Et il n'est pas moins préoccupant. Le 13 mars, en Californie du Sud, des records de température journalière ont été battus. 34 degrés à Camarillo, 33 à Long Beach, 34 à Oxnard. Pour un mois de mars, cette anomalie est du niveau « cela n'avait jamais été vu ». Mais le plus intéressant est à venir. Le pic de chaleur est attendu entre le 18 et le 23 mars. Les météorologues prévoient une température atteignant 45 degrés au niveau du lac salé Salton Sea. C'est au-dessus du record national absolu de mars de tous les temps. Et à Denver, où la normale est de 13 degrés, on attend 30 degrés. Le climatologue Daniel Swain, de l'Université de Californie, a décrit la situation sans détour. De telles températures, en mars, c'est quelque chose que la partie ouest des États-Unis n'avait jamais connu.
Passons maintenant en Afrique, car il s'y est produit cette semaine quelque chose sur lequel les médias internationaux ont écrit bien moins qu'ils ne le méritaient. Dans le sud de l'Éthiopie, dans la zone montagneuse de Gamo, des pluies ininterrompues s'abattaient. Les versants gorgés d'eau ont cédé, et plusieurs villages ont tout simplement été ensevelis sous des torrents de boue. Le coup le plus terrible a frappé le district de Mazadoisa. Là, un glissement de terrain a enseveli des maisons en plein sommeil nocturne. Le 14 mars, le gouvernement éthiopien a déclaré un deuil national. Selon les dernières informations, les opérations de recherche se poursuivent encore aujourd'hui. Les routes vers les zones sinistrées sont bloquées par des dépôts de glissement de terrain. Les secouristes s'y rendent à pied. Les autorités ont prévenu, les pluies continuent. Le risque de nouveaux glissements de terrain reste élevé en ce moment même. La Kenya voisine de l'Éthiopie continue d'être frappée par de nouvelles crues. Un déluge d'une intensité inédite pour le mois de mars s'est abattu sur la capitale du pays. Les rivières ont débordé, les rues se sont transformées en torrents, des voitures ont été emportées par les eaux. Des vols au départ de l'aéroport international ont été déroutés en plein vol. 16 commissariats de police à travers tout le pays se sont retrouvés inondés. Des scientifiques du service météorologique kenyan ont enregistré 416 mm de précipitations à Kabete en 7 jours. La cause, un effet climatique particulier par lequel l'océan Indien surchauffé évapore une quantité bien plus grande d'humidité, qui retombe sur les terres en rafales concentrées plutôt que de manière régulière. Les météorologues kenyans avaient prévenu de ce risque dès le 25 février. Malheureusement, la ville de Nairobi n'était pas préparée à un tel volume d'eau. En Amérique du Sud, l'état d'urgence a été déclaré. L'Équateur a instauré le 12 mars un régime d'urgence nationale pour 60 jours. Depuis le 1er janvier, plus de 1500 événements catastrophiques s'y sont déjà produits. Inondations, glissements de terrain, effondrements de berges. Les 24 provinces du pays ont été touchées. 844 écoles et 31 établissements de santé ont été détruits. 19 ponts se sont effondrés. 35 km de routes ont été emportés. La directrice du Service national de gestion des risques a cité un chiffre qui donne le vertige. Rien que ces derniers jours, le nombre d'événements extrêmes a augmenté de 56% et le nombre de personnes touchées de 154%. Pendant ce temps, en Asie du Sud-Est, une crise de grande ampleur se déroulait, presque sans attention de la part des médias internationaux. Indonésie. Dès les 7 et 8 mars, une perturbation tropicale baptisée Invest 90S a brusquement intensifié les flux atmosphériques au-dessus de l'archipel. Résultat, plus de 70 événements catastrophiques en 2 jours. Inondations, glissements de terrain, vents de tempête dans 10 provinces simultanément, dont l'île de Bali. Et les 13 et 14 mars, une nouvelle vague de glissements de terrain et d'inondations a frappé le nord de Sumatra. 7 districts et villes ont été touchés simultanément. La Malaisie, ces mêmes jours, vivait la fin de la saison de la mousson du nord-est, qui souffle traditionnellement d'octobre à mars. Selon les données arrêtées au 17 mars, dans les États du nord de la partie péninsulaire du pays, plus de 20 000 personnes ont été évacuées. Parlons maintenant des failles qui sont restées silencieuses pendant des siècles et qui montrent qu'on a soudainement de l'activité. Le 13 mars, tôt le matin, l'Agence géologique américaine a enregistré un petit tremblement de terre dans l'océan Atlantique, au large des côtes de la Caroline du Sud. L'événement en lui-même est peu significatif, mais il s'est produit sur la faille Helena Banks, une structure géologique liée à la dislocation du supercontinent Pangée il y a environ 200 millions d'années. Cette faille n'a été découverte que dans les années 80. En Caroline du Sud, 9 tremblements de terre au-dessus du niveau de fond habituel ont eu lieu au cours des 30 derniers jours. Et ce, dans le contexte d'une activité sismique anormale persistante dans la Louisiane voisine, où le 9 mars, une série de répliques a atteint la magnitude 4,9. Ces deux États, la Louisiane et la Caroline du Sud, ne se trouvent pas sur des failles tectoniques actives au sens traditionnel du terme. C'est précisément pourquoi leur activité sismique attire une attention particulière des scientifiques. Une partie des spécialistes relie les secousses-repousses répétées en Louisiane à l'injection de fluide dans des puits pétroliers et gaziers. C'est ce qu'on appelle la sismicité induite. Si c'est le cas, les tremblements de terre ici ne sont pas une anomalie naturelle, mais une anomalie fabriquée par l'homme. En Amérique latine, on continue de gérer les conséquences de terribles inondations. Début mars, une tempête subtropicale baptisée Caioba s'est formée au large du littoral sud du Brésil.
Des vagues de tempêtes et des pluies torrentielles ont frappé les États du sud du pays. Parallèlement, des inondations pluviales se poursuivent à São Paulo, Australie. C'est ici qu'a retenti ce fameux message d'urgence avec lequel s'ouvrait la vidéo précédente. Quittez vos maisons immédiatement. Et cette inondation continue de semer la désolation. Comme prévu, la rivière Burnett à Bundaberg est montée jusqu'à 7,5 mètres. Les ponts étaient fermés. Environ 10 000 habitants se sont retrouvés coupés du reste du pays pendant plusieurs jours. Plus de 400 maisons et commerces étaient menacés. À travers tout l'État, environ 800 routes ont été fermées. Et ce, alors qu'au même moment, dans le territoire du nord voisin, sa propre inondation faisait rage. La rivière Catherine y a atteint 19 mètres, un niveau record depuis 1998. Des autoroutes fédérales ont été fermées. Dans certaines zones du nord de l'Australie, plus de 500 mm de précipitations sont tombées en une semaine, un tiers de la pluviométrie annuelle en une seule semaine. Passons à l'Europe. En Grande-Bretagne, la ville de York a été inondée. Le 14 mars, la rivière Ouse a débordé dans le centre historique de la ville. Le niveau a atteint près de 3 mètres, contre une normale de 1,9. Le front de rivière a été submergé. Une partie du parc Tower Gardens s'est retrouvée sous les eaux. Après le 15 mars, le niveau a commencé à baisser, mais les alertes sur les rivières n'ont pas encore été levées. Quelques mots supplémentaires sur l'Europe. Outre York, en Grande-Bretagne, le 14 mars, des alertes aux crues étaient en vigueur simultanément sur une douzaine de rivières dispersées à travers toute l'Angleterre. En Grèce, dans la région égéenne, un tremblement de terre de magnitude 4,9 s'est produit au large des côtes de Crète. En Sicile, le 14 mars, une magnitude de 3,7 près de Messine. La Méditerranée continue de vivre à son rythme sismique habituel. La Turquie a reçu le 13 mars un nouveau coup venu des profondeurs. Un tremblement de terre de magnitude 5,5 à 6,4 km de profondeur. L'épicentre, Niksar, province de Tokat. C'est un séisme à foyer superficiel, c'est-à-dire que le foyer est proche de la surface. Le choc a été cinglant. Le lendemain, le gouverneur de la province a fermé toutes les écoles. En pleine nuit, les gens ont sauté hors de leur maison dans la rue et y sont restés jusqu'au matin. Personne ne voulait rentrer. Ce n'est pas de la panique, c'est simplement la mémoire. En février 2023, la Turquie a été frappée par un séisme historique. Et comme on le sait, une partie de la Turquie repose sur la faille nord-anatolienne active, qui réserve périodiquement à ses habitants des événements dangereux. Et au même moment, mais à l'autre bout de la planète, au large des côtes du Chili, à 85 km à l'ouest de la ville de Vallenar, un tremblement de terre de magnitude 6,3 s'est produit. La profondeur n'était que de 10 km, un foyer superficiel comme le séisme turc. Environ 1 million de personnes l'ont ressenti. Pas de risque de tsunami, pas de victimes non plus. Mais le simple fait est là, c'est le tremblement de terre le plus puissant au Chili depuis 10 mois. Et de façon générale, le Chili se trouve à la jonction des plaques de Nazca et sud-américaines. C'est précisément ici qu'en 1960 s'est produit un séisme de magnitude 9,5, le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire des observations instrumentales. Passons maintenant au volcan. Le tableau n'y est pas moins chargé. La région du Pacifique, dans son ensemble, reste un point chaud. Aux Philippines, le volcan Mayon a produit 202 tremblements de terre volcanique par jour en une semaine. Les coulées de lave progressent jusqu'à 4 km depuis le cratère. Sur l'île d'Ambae au Vanuatu, l'éruption se poursuit, les pluies acides ayant déjà endommagé les cultures et l'approvisionnement en eau. En Indonésie, plusieurs volcans maintiennent simultanément des niveaux d'activité élevés. Au Kamchatka, le volcan Cheveluch a produit une nouvelle décharge puissante. Le panache de cendres s'est élevé à 8000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un peu moins que la fois précédente. Le nuage de cendres est parti en direction du nord-est, vers la mer de Bering. C'est déjà la deuxième émission importante en une semaine. Les 11 et 12 mars, le panache du Cheveluch s'était étiré sur 1400 km vers le nord-est. Pour l'aviation, le code orange de danger est en vigueur. Simultanément à l'éruption du volcan, un puissant cyclone a frappé le Kamchatka. Venu du côté du Japon, il a recouvert les districts du sud-est de la péninsule. Dans certaines zones, en quelques jours, il est tombé 2 à 3 fois la quantité mensuelle normale de précipitations. Paralysie des transports, coupures dans les services publics, perturbation des équipements sociaux. Et tout cela sur fond d'activité sismique permanente. Au cours des 7 derniers jours,
128 tremblements de terre ont été enregistrés au large des côtes de Russie. Le matin du 15 mars, Sakhaline et les Kourils ont subi simultanément 2 secousses. L'une de magnitude 5,0 et l'autre de magnitude 4. Au Japon, de nouveaux tremblements de terre de magnitude 5,3 ont été enregistrés dans la province d'Iwate. Parlons maintenant de ce qui se passe en ce moment en Russie et des raisons pour lesquelles les prochaines semaines pourraient s'avérer difficiles pour de nombreuses régions du pays. Commençons par ce qui est déjà connu. Le ministère russe des situations d'urgence continue de travailler en mode de préparation à la saison des crues à risque de 2026. Le facteur clé cette fois, le gel du sol. Dans le sud de la Sibérie orientale et en Extrême-Orient, le sol a gelé sur plus d'1,5 mètre de profondeur. Cela signifie que lorsque la neige commencera à fondre, l'eau ne s'infiltrera pas dans le sol, elle coulera en surface. La première vague de crues, selon les prévisions du Centre météorologique national, commencera dès la première ou deuxième décade de mars, c'est-à-dire peut-être en ce moment même. Nous continuons à suivre l'évolution de la situation. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, où vous trouverez d'autres vidéos sur les menaces naturelles, industrielles et les diverses catastrophes.